Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le cadre de cette 5e séance consacrée aux villes et aux grands commerces dans l'Occident médiéval. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur un dossier consacré au commerce du drap de laine au Moyen-Âge, parce que le drap de laine au Moyen-Âge, d'une certaine manière, c'est un peu l'équivalent de l'iPhone aujourd'hui. C'est un produit très recherché et à forte valeur ajoutée. On pourrait presque considérer que c'est un produit de luxe. Donc, grand E, le commerce du drap de laine au Moyen-Âge. Et en particulier, nous nous demanderons, ce sera l'occasion, quels sont les métiers associés au commerce du drap de laine en Occident au Moyen-Âge. Et vous allez vous rendre compte que fabriquer un drap de laine, c'est assez complexe et que ça demande l'apport de nombreux métiers et que la confection du drap de laine, c'est quelque chose qui se conçoit par étapes, c'est très technique et ça fait appel à des métiers très spécialisés. Mais nous verrons cela le moment venu. Alors, repartons de ce que vous savez déjà, de ce que normalement vous avez appris avec moi depuis le début de la séquence. À savoir que le drap, c'est véritablement la spécialité industrielle, alors industrielle au sens moyenâgeux du terme, c'est pas l'industrie telle qu'on peut la concevoir avec des machines-outils, des robots dans de vastes usines, avec éventuellement des cheminées qui crachent une fumée bien polluante. Ça il faut oublier, pas au Moyen-Âge. Quand on parle d'industrie au Moyen-Âge, vous verrez, c'est quelque chose qui aujourd'hui ressemblerait beaucoup plus à ce que nous on appellerait de l'artisanat. Mais néanmoins, le drap, c'est la spécialité entre guillemets industrielle de la Flandre, mais aussi, dans une autre mesure, de l'Italie du Nord, autrement dit de la Lombardie. Et sur la carte du commerce à l'échelle du continent européen, on voit apparaître la mention drap, centré sur la Flandre, mais aussi la laine, parce que qui dit drap dit laine, puisque c'est la matière première, et nous voyons apparaître deux fournisseurs spécifiques au drap de laine. C'est les îles britanniques, ce sont les îles britanniques, l'Angleterre en particulier, qui depuis le Moyen-Âge s'est fait une tradition d'élever des moutons. C'est pas un hasard si de nombreux plats de viande de la cuisine britannique sont à base de moutons, il y a sûrement un rapport. Et puis on trouve aussi de la production de laine également à l'intérieur de la péninsule ibérique, autrement dit de l'Espagne, donc ça fait deux fournisseurs attitrés. Le fournisseur britannique ayant l'avantage d'être quand même le plus proche, puisqu'il n'y a plus qu'à faire traverser la laine du mouton, lui faire traverser la Manche, sachant que les moutons restent au Royaume-Uni, ils restent en Angleterre. On est bien d'accord. On tond les moutons sur place et on envoie la laine en Flandre. Et puis, même si c'est pas précisé, en Flandre aussi, on élève des moutons. J'imagine qu'on les mange aussi, mais on élève les moutons pour récupérer la laine nécessaire à la confection des draps. C'est donc une spécialité qui fonctionne plutôt autour de la Manche, donc plutôt autour du cœur de Flandre, du cœur industriel de Flandre. Et donc du coup, comme si vous savez votre leçon, vous savez que les marchandises du nord et du sud s'échangent particulièrement dans le cadre des foires de Champagne, à l'est de Paris, et bien, comme vous pouvez le voir sur la micro-fenêtre en bas de la carte, la laine
Et les draps de laine de Flandre seront donc échangés à Lagny, Provins, Troyes et Bar-sur-Aube, et seront échangés contre des épices, de la soie, etc. Marchandises venues du Sud, venues d'Asie ou venues d'Afrique. Alors, j'avais envie de partager avec vous un témoignage d'un savant allemand, d'un grand voyageur, et croyez-moi, au Moyen-Âge, ça n'est pas si fréquent que cela, sauf quand on est éventuellement un marchand ou un soldat. C'est assez rare de se déplacer au Moyen-Âge, les paysans se déplacent fort peu. Et ce savant allemand s'appelle Hieronymus Münzer, surnommé d'un nom latin, ce qui est la preuve qu'on a affaire à quelqu'un de savant, de cultivé, qui a fait des études. Il s'appelait Monetarius, et Monetarius a eu l'excellente idée de voyager dans le nord-ouest de l'Europe, et il s'est rendu à Bruges, et il a eu encore une meilleure idée, c'est celle de consigner dans ce qu'aujourd'hui on appellerait un journal intime ou un blog. Et ben, il a consigné ses impressions de voyage, il a décrit Bruges tel qu'il l'avait sous les yeux, et c'est grâce à lui qu'on a une idée assez précise du commerce du drap de laine à Bruges. Alors on va lire ensemble l'extrait du témoignage. Dans une autre halle sont les boutiques des marchands. Au-dessus, on vend de l'étoffe. Tous ces immeubles sont soigneusement entretenus et richement décorés. Les mots n'en peuvent donner idée. Il y a une place où se réunissent les marchands. On l'appelle la bourse, la place de la bourse. C'est là que se rencontrent Espagnols, Italiens, Anglais, Allemands, bref, toutes les nations. Enfin, comprenez par là, toutes les nations européennes. Donc, Hieronymus Münzer nous confirme bien que Bruges est une ville très commerçante. Aujourd'hui, on dirait une ville cosmopolite où se rencontrent à peu près tous les peuples du monde. On est dans une véritable mondialisation du commerce, même au Moyen-Âge, même si c'est une mondialisation qui se limite plutôt à l'échelle des peuples et des États européens. Vous avez une image qui accompagne cette diapo. Alors, elle n'a aucune valeur historique, ça fait partie, vous n'avez pas connu, c'est pas de votre époque, mais quand on achetait par exemple des tablettes de chocolat, je me souviens, chez Casino, voilà, eh bien, il y avait une sorte de récompense. Il y avait des images, c'était comme des bons points à l'école si vous voulez, et on pouvait collectionner ces images dans des livres, et puis à la fin on avait des beaux livres avec plein d'images, et donc vous aviez cette image qui se trouvait, alors c'était pas une tablette de chocolat, bon, peu importe, et qu'il vous présente la reconstitution relativement fidèle, il faut le reconnaître, de ce que l'on appelait la halle aux draps de Bruges, et on voit des marchands eux-mêmes vêtus de draps, qui achètent ou vendent la précieuse étoffe de laine. Et du coup, Münzer poursuit son témoignage, son voyage, sa découverte de Bruges. On fabrique à Bruges les meilleurs tissus de laine qui soient, de la toile très fine, des tissus de plusieurs couleurs, des tapis et beaucoup d'autres marchandises. Il y a de grands édifices appelés halles. Alors ça a donné le mot hall en anglais, mais halle, on l'utilise encore de nos jours en français. Si vous allez place d'Allier, à Moulins, vous passerez devant, alors on dit les halles ou la halle, peu importe. Vous savez qu'il y a certainement une chaîne de vente de chaussures qui s'appelle, ou de vêtements qui s'appelle la halle. Donc vous voyez que c'est un terme qui est encore employé de nos jours. Et ça prouve une chose, c'est que c'était des marchandises de valeur. C'est-à-dire qu'elles avaient une telle valeur qu'on les mettait à l'abri dans un bâtiment fermé, on les mettait à l'abri, vous l'aurez compris, des voleurs. Parce que la foire au grand air avec des baraques, ça n'offre pas une sécurité maximale, quand bien même
les policiers, entre guillemets, les hommes du Seigneur font la chasse aux voleurs. Bon, le fait de les enfermer, notamment la nuit, dans une halle fermée, ça prouve bien la valeur de la marchandise. Dans l'un d'eux, on vend des pièces de laine de grande quantité. Au pied de cet édifice passe un canal sillonné de bateaux qui transportent des poissons et bien d'autres marchandises. Et vous avez une représentation de la halle et des étoffes de laine qui sont vendues. Alors là, on les a représentées vendues à l'extérieur, mais vous avez une représentation d'une des halles de Bruges, et vous voyez que ça a l'air d'intéresser même les membres du clergé, puisque vous avez deux moines sur la droite qui semblent... alors, soit s'extasier sur la beauté de l'étoffe, soit au contraire regretter peut-être que les riches se détournent du message du Christ qui est celui de vivre dans l'extrême dénuement, dans l'extrême pauvreté. Et évidemment, quand on s'habille avec de riches vêtements de drap, de laine, on ne fait pas vraiment vœu de pauvreté. Le drap de laine, c'est un signe ostentatoire de richesse, ostensible, extrêmement visible. La preuve, je vous le rappelle, avec le tableau de Giovanni Arnolfini et de son épouse, qui, je vous le rappelle, c'est un peu, entre guillemets, leur photographie de mariage, ce tableau. Bon, sauf qu'évidemment, au Moyen-Âge, on n'a pas inventé la photographie. Mais du coup, quand Jan van Eyck représente les deux époux, on peut imaginer qu'ils ont pris une pose très étudiée, hein, parce qu'ils veulent qu'on ait une bonne image d'eux à travers les siècles, et puis ils ont mis leurs plus beaux vêtements. Et les plus beaux vêtements qu'ils possèdent, ce sont justement des draps de laine, parce que c'est pas les pauvres qui s'habillent avec des draps de laine. Et en plus, Arnolfini, comme un Jacques Coeur par exemple en France, ils vendent un peu de tout, et ils vendent notamment des draps de laine, puisque ça rapporte beaucoup d'argent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est justement de se rendre compte que, à la fin du Moyen-Âge, les gens riches, ceux qui en ont les moyens, deviennent raffinés, recherchent une certaine élégance vestimentaire. C'est à peu près l'époque d'ailleurs où les vêtements qui jusque-là étaient totalement unisexes, hein, c'est-à-dire que les hommes portaient des robes comme les femmes, ni plus ni moins. C'est à peu près à cette époque qu'on va commencer à voir les vêtements pour femmes se distinguer des vêtements pour hommes. Et c'est le moment, c'est-à-dire à peu près le XIIIe siècle, 13e, 14e siècle, le moment où les gens de goût, les gens riches, les gens élégants, vont cesser de porter de la fourrure, vont cesser de porter des vêtements de cuir, hein, des vêtements faits avec la peau d'animal, parce que ça va être considéré comme des vêtements soit de pauvres, soit de rustres de la campagne. Aujourd'hui, on dirait des ploucs, c'est-à-dire des gens qui sont un peu limite barbares, quoi. Sachant qu'au Moyen-Âge, le coton est totalement inconnu en Europe et qu'il est connu en Asie, dans les pays arabes, mais pas en Europe, donc on ne s'habille pas avec des vêtements de coton. Et du coup, le vêtement de drap de laine va en arriver à concurrencer la soie, alors que ce sont des vêtements qui ne sont pas du tout de même qualité, hein, c'est pas du tout la soie, c'est très souple, c'est très très frais au toucher, alors que le vêtement de drap c'est très lourd, hein. Regardez les plis du vêtement de drap de Madame Arnolfini, on sent que on dirait que ça a été sculpté dans du marbre. Bon, c'est pas du tout les mêmes qualités, mais le drap de laine en arrive à concurrencer, chez les riches, chez les élégants, chez les bourgeois, on arrive à concurrencer la soie. Après nous être intéressés à qui s'intéresse au commerce de la laine, qui en vend, qui en achète et surtout
qui a les moyens de s'habiller de vêtements de drap de laine, il est temps de nous intéresser à la question du comment on fabrique le drap de laine et à ses étapes de fabrication. Alors, peut-être reconnaissez-vous la première vignette, la miniature extraite du Rusticane de Pierre de Crescent ou Pietro di Crescenzi si vous préférez, que nous avons étudié lors de la séquence précédente, intitulée Les campagnes au Moyen-Âge. N'oubliez pas que les deux séquences se déroulent en même temps. Et là, rappelez-vous, c'est ce fameux calendrier des travaux agricoles avec 12 miniatures représentant les 12 mois de l'année. Là, c'est le mois d'avril et on voit un paysan. Alors, il n'est pas en train de brosser le mouton, tout simplement parce que c'est pas une brosse qu'il a dans la main, mais des ciseaux qu'on appelle à l'époque des forces qui lui servent à tailler la toison, à enlever la laine du dos du mouton. Et juste à côté, vous avez une autre miniature italienne qui vous montre une autre manière de tondre le mouton et qui nous rappelle que la matière première, encore une fois, est fournie soit par la laine espagnole, soit par la laine britannique, puisque les élevages de moutons sont particulièrement nombreux dans ces deux régions d'Europe, sans oublier la Flandre. Ensuite, une fois que l'on dispose de la matière première, eh bien, il va falloir filer la laine, puis la tisser. Et le filage et le tissage constituent les deux premières étapes de cette chaîne de fabrication verticale, très spécialisée, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fini l'étape précédente, eh bien, on ne peut pas passer à la suite. Donc d'abord le filage de la laine, puis le tissage. Là, c'est le filage que vous apercevez sur cette miniature. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des étapes, les toutes premières, confiées aux femmes, parce que ça demande de la patience, ça demande de l'habileté manuelle, des doigts fins et habiles. Donc apparemment, ce ne sont pas des qualités que l'on prête aux hommes, et particulièrement aux hommes du Moyen-Âge. Puis, alors là, l'homme va intervenir pour le gros œuvre, puisqu'il va s'agir de fouler la laine. Et alors, fouler la laine, finalement, c'est un peu, si vous vous rappelez, comme les vendanges. C'est-à-dire que au moment des vendanges, là, en septembre, on rassemblait les grappes de raisin qui avaient été cueillies, on les mettait dans une cuve et un homme les piétinait jusqu'à ce que le jus de raisin soit entièrement extrait des grappes, des grains de raisin. Et bien là, c'est un peu pareil. Vous avez des hommes, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait appel à des hommes, parce que c'est très épuisant, qui pendant des heures vont piétiner la laine, vont piétiner le drap grossier, ils vont le piétiner dans un liquide, et apparemment piétiner le drap pendant des heures, ça va lui donner de la solidité, ah oui, ne me demandez pas pourquoi, et aussi de la souplesse. Puis vient l'étape de la teinture à partir de plantes tinctoriales, c'est-à-dire que les teintures au Moyen-Âge, et d'ailleurs jusqu'au XIXe siècle, sont des teintures naturelles, obtenues avec des plantes, ce qui fait d'ailleurs que si votre vêtement prend la pluie, il peut lui arriver de se décolorer de manière très naturelle. Pour ça aussi qu'il faut y regarder à deux fois avant de faire une lessive, parce qu'avec une teinture naturelle, la teinture elle va partir avec l'eau. La teinture artificielle, la teinture chimique, ça n'apparaîtra qu'au XIXe siècle. Donc vous avez des gens qui vont là encore tremper la teinture, qui vont tremper le tissu dans une cuve remplie d'eau et de teinture et qui vont touiller, malaxer, mélanger jusqu'à obtenir le résultat désiré. Et on rajoute aussi, l'anecdote est assez drôle, je vous la raconte, on rajoute aussi un peu d'urine. Parce que visiblement l'ammoniac est
un fixateur des couleurs. Donc on paye des gens pour venir faire pipi dans la cuve pour permettre aux couleurs de mieux se fixer sur le tissu. Rassurez-vous, on ne fait plus comme ça aujourd'hui. Puis vient l'étape de la teinture à partir de plantes tinctoriales, c'est-à-dire que les teintures au Moyen-Âge, et d'ailleurs jusqu'au XIXe siècle, sont des teintures naturelles, obtenues avec des plantes, ce qui fait d'ailleurs que si votre vêtement prend la pluie, il peut lui arriver de se décolorer de manière très naturelle. Pour ça aussi qu'il faut y regarder à 2 fois avant de faire une lessive, parce qu'avec une teinture naturelle, la teinture elle va partir avec l'eau. La teinture artificielle, la teinture chimique, ça n'apparaîtra qu'au XIXe siècle. Donc vous avez des gens qui vont là encore tremper la... comment dirais-je, la teinture, enfin qui vont tremper le tissu dans une cuve remplie d'eau et de teinture et qui vont touiller, malaxer, mélanger jusqu'à obtenir le résultat désiré. Et on rajoute aussi, l'anecdote est assez drôle, je vous la raconte, on rajoute aussi un peu d'urine parce que visiblement l'ammoniac est un fixateur des couleurs. Donc on paye des gens pour venir faire pipi dans la cuve pour permettre aux couleurs de mieux se fixer sur le tissu. Rassurez-vous, on ne fait plus comme ça aujourd'hui. Une fois les couleurs fixées sur l'étoffe par le teinturier, eh bien, on n'en a pas encore tout à fait fini, puisqu'après, il y a une dernière étape qui consiste dans ce qu'on appelle le finissage. Le drap est alors soigneusement brossé et tondu, c'était rasé, afin d'éliminer les petits poils qui pourraient subsister et qui gratteraient évidemment la peau, l'épiderme de ceux qui porteraient le drap de laine et qui vont payer très cher le drap. Donc c'est pas pour que ça soit désagréable et irritant pour la peau. Tout à l'heure je parlais de 2 moines qui n'avaient pas forcément l'air d'approuver la vente de ces luxueux draps de laine. Eux, ces moines portent ce qu'on appelle la robe de bure, B-U-R-E, et la robe de bure, c'est également un vêtement de drap, mais c'est un vêtement de drap de laine grossier, c'est-à-dire qui n'a pas été fini, c'est-à-dire que il y a des poils qui ressortent de partout, donc ça gratte, c'est irritant, c'est désagréable. On peut considérer que effectivement les moines sont pas très chanceux, mais en même temps ils l'ont voulu, ce vêtement destiné à les faire souffrir dans leur chair pour leur rappeler au quotidien les souffrances du Christ sur la croix. Bon, une fois que le drap donc est fini, qu'il a été rasé, eh bien, il peut être vendu, et il peut être vendu par des tailleurs drapiers. Et je vous montre à nouveau une boutique italienne. Décidément, les Italiens sont omniprésents dans la représentation des draps, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Les Italiens se sont mis à concurrencer les villes drapières, les villes drapantes de Bruges, d'Arras, de Gand, tout simplement parce que les Italiens se sont mis à proposer de payer aux éleveurs de moutons anglais la laine avec des pièces, non pas d'argent, mais des pièces d'or, échangées avec les musulmans. Et pour les éleveurs de moutons britanniques, eh bien, l'or c'est bien préférable à l'argent. Donc ça veut dire qu'une partie de la laine britannique a déserté les Flandres pour aller servir à fabriquer des draps de laine en Lombardie. Et même raisonnement pour la laine espagnole. Et vous avez sur la gauche un blason. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il vous montre, il rend d'une certaine façon hommage aux moutons
qui fournit la laine. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce blason de l'Arte della Lana à Florence donc célèbre l'art de fabriquer le drap de laine à Florence en Italie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit drapeau qui surmonte le mouton, et ce drapeau blanc, la croix rouge, c'est le drapeau c'est la croix de Saint-André, et la croix de Saint-André, c'est encore aujourd'hui le drapeau de l'Angleterre. Nous avons vu qui vend, achète, porte les draps de laine. Nous avons vu comment on peut fabriquer un drap de laine au Moyen-Âge. Il nous reste maintenant à nous pencher sur un métier très particulier dont nous venons de parler, celui des foulons. Le métier qui consiste à piétiner, je vous le rappelle, l'étoffe de laine dans une cuve remplie d'eau pour rendre le drap plus souple et plus solide à la fois. Et il se trouve que nous possédons, et ça c'est une véritable chance, nous possédons un texte qui est d'ailleurs très souvent étudié parce qu'on n'en a pas tant que ça, qui nous présente la corporation des métiers des foulons de Bruges. Et ça va nous permettre de comprendre comment on fonctionne au Moyen-Âge quand on fait partie d'une corporation de métiers. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, le monde du travail n'a pas tant changé que cela, tous les hommes ne sont pas égaux, ni devant le savoir-faire, ni devant la richesse. Et c'est ainsi que se dessine une hiérarchie dans le métier des foulons de Bruges, comme on peut trouver, j'imagine, une hiérarchie dans le métier des sabotiers, des cordonniers, des chers cuitiers. Les chers cuitiers, vous l'aurez compris, sont les charcutiers d'aujourd'hui. Alors, que nous dit le texte de le règlement, plus exactement, de la corporation des foulons de Bruges? Article 1er. Les jurés puniront ceux qui font mal leur métier. Ça commence pas très bien, hein. C'est pas très rassurant. Article 2. Le temps d'apprentissage est fixé à 2 ans pour les fils de foulons, 3 ans pour les autres. Article 3. Les compagnons qui veulent passer maître paient au métier 20 sous. Alors c'est une somme assez importante à l'époque, hein. C'est même une très grosse somme, mais c'est le prix à payer pour pouvoir s'établir plus tard de manière indépendante en tant que maître. 20 sous, ça c'est s'ils sont fils de foulon, et pour les autres ça sera plus cher, un tiers plus cher, ça sera 30 sous. Article 4. Les maîtres doivent payer les salaires la veille du dimanche, autrement dit le samedi. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous demander de me mettre sur pause, le temps de replacer les 4 mots rouges à leur place dans la pyramide du métier des foulons de Bruges. Allez-y, réfléchissez bien. Voilà le corrigé. Si vous ne vous êtes pas trompé, en fait, c'est très simple. C'est comme dans toute pyramide hiérarchique, plus on est en bas, plus on est à la base de la pyramide, plus on est nombreux, mais moins on a de savoir-faire, et moins on a de reconnaissance professionnelle, et moins on est riche. C'est donc la place des apprentis, les débutants si vous préférez. D'ailleurs, apprenti, le mot est resté, hein. Aujourd'hui, quand vous vous lancez dans un apprentissage, c'est que vous débutez. Ensuite, ceux qui ont cessé d'être des apprentis parce qu'ils sont devenus des ouvriers très qualifiés, parfois aussi talentueux que leur patron, mais ça reste des ouvriers aux ordres de leur patron, ceux qu'on va appeler les compagnons du métier. Au-dessus d'eux, moins nombreux, ceux que j'appelais jusqu'à maintenant les patrons, mais on va leur donner leur vrai terme, les maîtres du métier. Et parmi les maîtres du métier, quelques-uns d'entre eux, élus
parmi les maîtres des métiers par les maîtres des métiers, ceux qu'on va appeler les jurés et qui vont donc être chargés de faire la police du métier et de faire respecter le règlement du métier. Et le faire respecter, s'il le faut, de manière assez brutale, parce que vous allez vous en rendre compte, les amendes vont pleuvoir et éventuellement les exclusions. Ah, ça rigole pas avec les métiers, hein. Et oui, quand je vous dis que ça ne rigole pas, ben jugez-en plutôt. Article 5. Nul homme du métier ne peut travailler le soir à la lumière, ni les apprentis, ni les compagnons, ni même les maîtres. Ben, le maître, il fait pas ce qu'il veut, hein. Alors le soir à la lumière, sous-entendu, à la lumière de la chandelle, à la lumière de la bougie, c'est-à-dire à la lumière artificielle. Donc ça veut dire qu'à la tombée du jour, dès qu'il ne fait plus suffisamment jour, on arrête de travailler. C'est une manière d'ailleurs assez commode de faire des économies parce que vous ne le savez peut-être pas, mais au Moyen-Âge, les chandelles, les bougies, si vous préférez, ça coûte véritablement une fortune. Et que c'est par souci d'économie que l'on oblige les gens à cesser de travailler quand la nuit est tombée. Ce qui veut dire aussi, si vous êtes logique, que l'on travaillera plus longtemps l'été, parce que les jours sont plus longs, et qu'on travaillera beaucoup moins longtemps l'hiver, parce que les jours sont beaucoup plus courts. Article 6. Il est défendu, interdit, de travailler le samedi après-midi. Alors ça, c'est presque un privilège qu'ont obtenu les foulons de Bruges. Ils font un métier tellement épuisant qu'ils ont obtenu de ne pas travailler non seulement le dimanche, mais ça c'est normal, le dimanche c'est le jour du Seigneur, les gens, quel que soit leur métier, ne travaillent pas le dimanche, mais ils ont obtenu un peu de rab, ils arrêtent de travailler le samedi à midi. Et le maître, le patron, n'a pas le droit de leur faire faire des heures sup le samedi après-midi, c'est interdit. Celui qui oserait déroger à la règle, ne pas respecter la règle, encourrait une amende, ou pourrait même carrément être chassé du métier. Article 7. Il est défendu d'employer d'autres ingrédients que le beurre et le suin. Alors le suin, c'est le corps gras sécrété par le mouton, hein. Si vous avez déjà eu l'occasion, vous qui êtes des enfants de la campagne, de caresser un mouton, vous avez dû être surpris par le côté très huileux de la toison du mouton. Bah oui, c'est normal, c'est le suin qui a donné le verbe suinter d'ailleurs, hein. Suinter, c'est quand un mur qui suinte l'humidité, c'est un mur dont on voit couler l'humidité. Donc ça veut dire que les maîtres et les ouvriers n'ont pas le droit de fabriquer, enfin de fouler le drap comme ils l'entendent avec les ingrédients qu'ils veulent. Ils sont obligés d'utiliser tous les mêmes ingrédients pour que la qualité du drap soit toujours identique et la meilleure possible. Si par exemple la fantaisie prenait un foulon de vouloir utiliser de l'huile d'olive, eh ben, il n'a pas le droit. Bon, vu le prix de l'huile d'olive à l'époque, vous me direz, il y a peu de chance. Article 8. Sont exclus du métier tout individu qui ne porte pas pour 5 sous de vêtements ou qui joue avec des dés pipés, c'est-à-dire des dés truqués. Vous savez, le fameux dé qui fait tout le temps un 6. C'est pratique ça, hein, pour jouer au Monopoly. Et quiconque tient ménage avec une femme qui n'est pas la sienne. Alors là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Quiconque tient ménage avec une femme qui n'est pas la sienne, ça veut dire celui qui vit avec une femme qui n'est pas son épouse. Autrement dit, un maître ou un compagnon qui oserait tromper sa femme au vu et au su de tout le monde, cet homme-là serait chassé du métier, de la même manière que celui qui tricherait au jeu. Et si vous vous demandez pourquoi se montrer si sévère sur la vie privée, aujourd'hui ça serait totalement interdit, hein. Aucun patron ne peut reprocher à son salarié d'avoir la vie qu'il veut, d'avoir les loisirs qu'il veut. Mais au Moyen-Âge, on n'est pas du tout dans cette logique parce qu'on est dans une morale très chrétienne. Et d'abord, le jeu chez les chrétiens, c'est très mal vu parce que, rappelez-vous,
quand les Romains ont crucifié le Christ, ils se sont partagés les vêtements du Christ à coups de dés, puisqu'il n'y avait pas assez de vêtements pour tout le monde. Donc le jeu c'est très mal vu, surtout le jeu de hasard, et chez les musulmans d'ailleurs c'est la même chose. Mais surtout c'est parce qu'il y a cette idée que on trompe les gens quand on triche, on les trompe. On trompe sa femme quand on couche avec une autre femme. Et il y a cette idée que le tricheur trichera aussi dans son métier. Et que celui qui a l'habitude de rouler les gens les roulera aussi en tant que professionnel, et que ça fera du tort au métier. Vie privée, vie professionnelle, au Moyen-Âge, c'est la même chose. Il n'y a pas de frontières. Alors du coup, on en arrive à la fin de la séance, hein, on en arrive à la fin on en arrive à l'exercice plus exactement. Et donc, je vais vous demander de sortir vos crayons de couleur, rouge, jaune, bleu, vert. Hein, c'est à peu près les couleurs aussi qu'on retrouvait dans les étoffes teintes à coups de plantes, les étoffes de laine, des draps de laine de Bruges ou de Lombardie, et je vais vous demander de surligner les différents articles que l'on vient d'étudier ensemble et de les surligner en fonction de leur thématique: horaire et fabrication en rouge, transmission du métier en jaune, salaire en bleu et vie privée sociale en vert. Alors, les jurés puniront ceux qui font mal le métier, ça c'est horaire fabrication, rouge. Le temps d'apprentissage est fixé à 2 ans pour les fils de Foulon, 3 ans pour les autres. Les compagnons qui veulent passer maître au métier, 20 sous. S'ils sont fils de Foulon, devront payer 30 sous. Ça, c'est la transmission du métier, c'est en jaune. Les maîtres ont l'obligation de payer les salaires la veille du dimanche, le samedi, donc 4 fois par mois, c'est en bleu. Nul homme du métier ne peut travailler le soir à la lumière naturelle du jour, c'est rouge. Il est défendu de travailler le samedi après-midi, rouge, ça concerne les horaires. Il est défendu d'employer d'autres ingrédients que le beurre et le semin pour le foulage des étoffes, c'est la fabrication, donc c'est toujours rouge. Et le dernier article, celui qui chasse du métier le tricheur ou l'homme de mauvaise vie, on va dire, eh bien, c'est la vie privée sociale, c'est le vert. Voilà, et bien écoutez, on en a presque terminé. Il nous reste à prendre connaissance du repère que nous avons un peu revisité à l'occasion de cette étude du commerce du drap de laine au Moyen-Âge, c'est-à-dire 11e, 14e siècle, l'essor du grand commerce et des villes en Occident. C'est le deuxième repère, associé à la carte, essentiellement, de Flandre et de Lombardie. Et je vous laisse découvrir la leçon, la trace écrite qui reprendra à peu près tout ce que nous avons vu. Et nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui, que ce soit sur les étapes de la fabrication du drap de laine, ou que ce soit sur les corporations de métiers. Voilà, je vous en souhaite une bonne lecture, un bon apprentissage autant que possible, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration de la ville de Bruges. Bonne journée!